Au fur et à mesure que les nappes de brume se consumaient, Villevieille reprenait forme autour de lui, tel un fantôme émergeant peu à peu des ombres indécises entre chien et loup devançant l'aurore. Sans jamais avoir vu Port-Réal, Pat n'était pas sans savoir qu'il s'agissait d'une ville édifiée de briques et de brocs, un colossal fouillis de voies bourbeuses, de toits de chaume et de gourbilles en bois. Villevieille, elle, était construite en pierre et chacune de ses rues, jusqu'à la plus miteuse de ses venelles, jouissait de pavés. La cité n'était jamais plus magnifique qu'au lever du jour. À l'ouest de l'hydromel, les hôtels des guildes qui bordaient la berge s'y alignaient comme autant de palais. Vers l'amont, les dômes et les tours de la citadelle hérissaient les deux rives, reliés entre eux par des ponts de pierre que rehaussaient à foison demeures et maisons. Vers l'aval, en dessous des façades en marbre noir et des baies en arceaux du septuaire étoilé, les béguinages des dévots vous faisaient l'effet d'une foule d'enfants rassemblés au pied d'une douairière vénérable. Au-delà, enfin, à l'endroit où l'hydromel s'évasait pour former la murmure, se dressait à contre-jour du matin venant la masse altière de la Grand-Tour, avec ses feux de veille éblouissants. Du point qu'elle occupait, tout en haut des falaises de Bataille-Île, son ombre tranchait la ville à la façon d'une gigantesque épée. Les natifs grandis à Villevieille n'avaient qu'un coup d'œil à jeter sur la localisation de cette ombre-là pour vous dire l'heure qu'il était. D'aucuns soutenaient que du sommet, la vue portait tout du long jusqu'au mur. Peut-être était-ce en raison de cette prodigieuse élévation que Lord Layton n'était pas descendu de la tour depuis plus d'une décennie, jugeant préférable de gouverner sa ville du sein des nuages. Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur aujourd'hui pour un nouvel épisode. Bienvenue dans ce podcast consacré aux grandes familles de Feu et Sang et de la future série House of the Dragon. On va essayer de décrypter un petit peu ensemble au sein de la garde de nuit qui sont ces gens qui finalement étaient un peu inconnus ou voire peu présents dans la saga principale et puis surtout dans l'adaptation qui en a été faite Game of Thrones. Je suis Chris et aujourd'hui avec moi pour ce décryptage j'ai Babar des Bois Hello. et Eridan. Salut les gens. Eridan que vous retrouverez tout au long du podcast parce que c'est un petit peu le monsieur feu et sang de la garde de nuit. Donc si vous avez des questions, un jour vous pouvez l'interpeller directement sur le forum. Il vous répondra avec plaisir et surtout, on va dire, beaucoup de citations. Tout à fait. Alors, bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Les Hightower, qui est une grande famille de Westeros, on ne les connaît pas beaucoup à l'issue du Trône de Fer ou de Game of Thrones. Est-ce que, Babar, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on sait finalement à travers ces deux médias de la famille qui siège à Villevieille? Et oui, effectivement. Alors, on va peut-être commencer par la série parce que ça va être vite évacué. Les Hightower, on n'entend absolument pas parler. Alors, peut-être que leur nom est droppé comme ça sur un épisode parce que, on le verra, mais la mère des Tyrell, donc de Margaery et de Loras, est une Hightower. Mais on n'entend absolument pas parler. Alors, on passe à Villevieille dans la saga à partir de la saison 6, je crois, ou quelque chose dans le genre, où Sam en fait arrive à Villevieille, il rentre à la citadelle et il finit par en partir. Mais c'est pas beaucoup plus développé que ça. On aperçoit la grande tour qui est la maison des Hightower, qui est leur château, et c'est tout. Il n'y a pas plus de développement. Je me demande si on n'a pas un blason, mais je suis pas sûr du tout. C'est genre, tu vois, dans la séquence de tournoi de la saison 1 ou quelque chose comme ça, je me demande s'il n'y avait pas un blason qui avait été droppé, tu vois. Mais alors en tout cas, c'est hyper hein. anecdotique. Enfin, tu vois, c'est dans le sens où ils sont clairement pas marquants. Du bief, on va beaucoup plus retenir les Tyrell ou les Tarly. Mais on va pas du tout retenir les Hightower. Le Villevieille va vraiment être associé à Sam et à la citadelle, mais vraiment pas aux Hightower. Effectivement, ils sont un peu plus présents dans la saga littéraire. La famille est pas mal évoquée, même si elle n'est pas encore totalement développée, étant donné que en fait, Sam arrive à Villevieille à la fin dans le courant du livre numéro 4.
Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on sait des Hightower dans cette saga littéraire? On sait qu'il y a un lord qui s'appelle Lord Leighton Hightower, qui est seigneur de la maison Hightower, donc, et sire de la Grande Tour, et il a disparu depuis 10 ans. En fait, il est présumé être enfermé dans sa tour depuis 10 ans, et c'est tout. Donc évidemment, ça soulève tout plein de fantasmes. Il y a un C'est un héritier. vampire. C'est un vampire, exactement. Alors justement, du coup, je vais passer directement. C'est intéressant parce que il est associé à l'une de ses filles, qui s'appelle la Vierge folle, qui est Lady Malora Hightower, qui est la fille aînée, d'ailleurs, et qui est donc voilà, qui a ce surnom de la Vierge folle. Et qui là aussi soulève plein de fantasmes sur elle pratique de la magie, de la nécromancie, selon une association très classique entre virginité, magie, qu'on retrouve dans d'autres personnages, et qui moi m'évoque aussi la figure d'Elizabeth Bathory, un petit peu, même si on a un autre personnage dans la saga qui l'évoque beaucoup plus clairement. Mais voilà, On en parlera retrouve dans un autre podcast quand on parlera d'Arenal un peu plus tard. Mais donc voilà, du coup on a un petit peu cet aspect mystérieux qui soulève pas mal de mystères et de fantasmes. Et à côté de ça, on a un héritier qui est Sir Baelor Hightower. Donc déjà le nom, voilà, les Hightower déjà ils très très dans la revendication par rapport au trône. On en reparlera. Dont on entend à peine parler, juste pour le décrédibiliser, parce que il avait beaucoup plu à Elia Martell, et à un moment donné, dans un banquet, il pète, ce qui fait que c'est totalement tue l'amour. Bref, on connaît à peu près que ça de lui. Il a épousé une Rowan, mais pas beaucoup plus. Et après, il y a toute une flopée de fils et de filles qui ont épousé énormément de maisons importantes du Bief, donc les Tyrell, on en a parlé, les Redwyne, on a des Rowan aussi. Et donc ouais, on voit déjà une caractéristique des Hightower qui est de faire des mariages politiques importants, avec pas mal de familles importantes du Bief. Alors à cette époque-là, ça reste localisé dans le Bief, on verra qu'à d'autres époques, ils ont eu un petit peu d'autres ambitions. Et alors peut-être un personnage qui est plus marquant, dont on entend un peu plus parler dans la saga, c'est Lady Lynse Hightower, qui a été l'une des épouses de Jorah Mormont, qui à cette époque, à l'époque de la saga, a quitté Jorah Mormont et est devenue une concubine d'un prince marchand de l'Isle. Non, mais l'histoire est complètement what the fuck. Non, mais ils se sont barrés. Lui, il a vendu des esclaves. Non, c'est ça. C'est que lui, il a vendu des esclaves pour lui permettre de s'entretenir au nord, parce que chez les Mormons, comment dire, c'est pas la vie à laquelle Lynn s'était habituée. L'île aux ours, c'est pas le Bief, quoi, clairement. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, il a vendu des esclaves, ce qui est interdit. Du coup, ils se sont barrés en exil. Finalement, elle s'est tirée pour aller à Nice. Voilà. Et puis on en a un autre quand même qui reste un peu en tête. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu en fin de podcast, mais c'est Gerald Hightower pour le coup, qui est le premier membre de la famille Hightower qu'on rencontre dans la saga. Ouais, entre guillemets. qui était effectivement il a été Lord commandant, c'est ça, de la garde royale à l'époque de la rébellion de Robert. Donc on entend pas mal parler, notamment par rapport à l'histoire de la Tour de la Joie, où il avait fait partie des 3 membres de la garde royale qui gardaient la Tour de la Joie et qui ont affronté Ned Stark. Et du coup, à quelques répliques dans les souvenirs de Ned, si je dis pas de bêtises. Ce qui le définit, généralement, c'est un espèce de triptyque quand même, cette espèce de garde royale qui est un peu portée au nu par les fans finalement. Puisqu'on a Arthur Dayne, on a Gerald Hightower, il y a un espèce d'effet un peu lissé sur ces 3 personnages qui les rend assez populaires quand même dans l'ensemble. Et assez héroïque, et puis je pense que faudra gratter derrière, mais à mon avis. De toute façon, joli. Ouais, Gerald, on a déjà quelques éléments qui montrent que c'était pas oufissime, quoi. Mais voilà. Et sinon, peut-être au long de la saga, les Hightower, alors ils ont participé à la guerre des 5 rois. Ils ont commencé par soutenir Renly,
Et une fois que que Renly a été assassiné, ils se sont rangés plutôt du côté des Lannister. Donc leur armée, ils ont des troupes avec les Lannister. Mais ce qui est intéressant, et c'est une deuxième caractéristique qu'on va voir avec les Hightower, c'est qu'ils ont pas l'air d'avoir envoyé de fils Hightower importants, parce qu'on les retrouve à Villevieille. Et donc ça a plutôt été de la délégation à des vassaux. Donc ils se mouillent pas directement. Là, c'est intéressant, contrairement à d'autres familles qui ne vont pas hésiter à envoyer des enfants directs pour assurer un certain pouvoir politique. Eux œuvrent. C'est un peu comme si tu avais l'impression que pendant la saga principale, c'est le genre de famille qui va peut-être à un moment se réveiller, mais pour l'instant, elle attend que la vague passe et elle verra ce qu'elle ramasse quand la marée se sera retirée, quoi. Ça fait un peu cet effet-là. Eridan? Et ça fait partie, oui, des coups d'une caractérisation qu'on découvre dès le moment où il commence à prendre un petit peu d'importance dans AFFC. Dès les appendices, en fait, on nous explique un petit peu qui sont les Hightower en détail, et justement qu'ils s'investissent généralement très peu dans les guerres, et que leur richesse et leur puissance, qui est assez considérable par rapport au reste des nobles du Bif, elle leur vient de tout à fait autre chose. Et ils sont plus portés sur le commerce, la religion et le savoir, plutôt que sur les exploits guerriers. Et ben ça se traduit aussi dans leur histoire, finalement, dont tu voulais nous parler, Eridan. Oui, alors l'origine des Hightower, elle est un petit peu complexe, parce qu'il y a tout un très long chapitre dans TWAF, dans l'encyclopédie Les origines de la saga, qui revient dessus. Et comme souvent, il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de contradictions dans ce qui est dit à propos des Hightower, à propos de Villevieille et à propos de la Grand Tour. Oui. Et puis on peut préciser qu'en plus le bouquin est diégétique, il existe dans l'univers du Trône de Fer, donc par conséquent, il est volontairement lacunaire, quoi. Tout à fait. A priori, il s'agirait d'une maison des premiers hommes, mais il est possible aussi qu'ils viennent en fait de temps plus anciens encore, où ils auraient juste été des négociants et des marchands qui se seraient installés justement du côté de Villevieille. Leurs ancêtres légendaires, c'est essentiellement Uthor de la Grand Tour, qui semble être un personnage historique par ailleurs, puisque c'est le premier à avoir construit une grande tour en pierre. Et il est rattaché aux légendes, notamment à Garth Main Verte, par son mariage avec une de ses filles, Maris la Jouvencelle. Mais ça reste quelque chose d'assez peu crédible, ça, pour le coup. Pour ce qui est de Villevieille, ce qu'on en sait, c'est que c'est la plus ancienne, la plus belle, la plus riche cité des Sept Couronnes. Pendant longtemps, ça a été la plus peuplée, mais Port-Réal lui est passé devant. Et c'est aussi une des mieux construites, mais je laisserai Barbare en parler un petit peu tout à l'heure. Pour ce qui est des origines de Villevieille en elle-même, là encore, on a beaucoup de légendes, beaucoup de contes et de contradictions. On sait que ça a été un comptoir commerçant pendant l'âge de l'Aube, donc même à l'époque où il n'y avait a priori pas encore de premiers hommes à Westeros. C'est vraiment une cité très ancienne du coup, et la Grand Tour des Hightower, ce par quoi ils sont connus, qui leur donne leur patronyme en fait. La Grand Tour, elle se situe sur une petite île qui est au bord de l'Hydromel, si je me souviens bien, à l'embouchure de l'Hydromel, et qui s'appelle Bataillisle, et il y a là encore énormément de questions dessus. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Bataillisle? Quelle est la bataille qu'il y a eu dessus? La Grande Tour, la première redoute qui se trouve à servir de fondation en fait à la tour principale. À l'origine, c'est une forteresse carrée faite en pierre noire fondue qui rappelle les Valyriens, mais en même temps, elle est construite en labyrinthe, donc ça rappelle plutôt les labyrinthiers. Et on a même un maître qui vient nous dire ah bah oui, mais elle est construite dans un matériau qui rappelle le trône de grès des Fernets. Donc c'est peut-être que ça viendrait d'une civilisation qu'on appelle les Profonds. Bref, il y a vraiment énormément de légendes et énormément de liens qui sont tissés entre les Hightower et des populations anciennes, légendaires, disparues, magiques. Du coup, ça fait énormément réfléchir, et là encore, on a pas mal de théories qui viennent là-dessus. D'autant que la Grand Tour fait partie des constructions de Westeros
qu'on attribue généralement à Brandon le bâtisseur, l'ancêtre légendaire des Stark. Donc qu'est-ce que Brandon le bâtisseur serait venu faire dans le bif? On ne sait pas. Il a peut-être épousé quelqu'un du bief, finalement. Il y a une légende qui prétend qu'il serait un descendant de Garth Manverst, lui aussi. Mais bon, bref, il y a vraiment énormément de légendes et de contes autour de ça. Et je pense qu'il y aura une petite importance là-dessus dans la saga principale. Mais on verra ça. Je vais laisser la parole à Babar, du coup, pour qu'elle nous parle un petit peu de l'architecture de Villevieille elle-même. Alors, il y a 3 bâtiments vraiment importants dans la ville. La Grande Tour, qui est le symbole de la maison Hightower, hein, justement, qui est leur maison, et qui clairement a été pensée comme étant une évocation du grand phare d'Alexandrie, hein, qui a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie. Il y a aussi le septuaire étoilé, qui a longtemps été le siège de la religion des Sept, avant que Baelor ne fasse construire son septuaire à Port-Réal et que le siège, en fait, entre guillemets la papauté, s'installe à Port-Réal. Et enfin, la citadelle des Messes, qui alors là est encore plus ancienne, qui a été construite dans les premiers temps, hein, dès au moment où les Hightower étaient des rois. Qui est le centre du savoir. Donc voilà, on a effectivement cet aspect très culturel et religieux, avec un rayonnement culturel et religieux sur l'ensemble de Westeros, qui est très important. Et effectivement, alors, j'en ai très rapidement parlé, mais ça évoque clairement l'Alexandrie du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire alors Alexandrie a été fondée par Alexandre le Grand, et c'est un de ses généraux, Ptolémée I, puis son fils Ptolémée II, qui ont fait construire à la fois la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, hein, qui est associée à plein de mythes et de légendes. Alors pour information, c'est la bibliothèque qui fait très peur à Babar pour la suite de la saga, parce qu'elle brûle. Alors elle brûle, il y a un mythe, effectivement. Tout le monde connaît l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, alors qu'il est très largement faux, hein. Elle n'a pas brûlé historiquement, mais bref, c'est un topos littéraire et historique très 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 courant. Et étant donné qu'il y a un petit peu une flotte de Ferney qui se rapproche dangereusement de la ville, j'ai extrêmement peur, voilà, donc ça va nous faire une comme Martin préfère les topos à l'histoire véritable. Je sais, il va nous faire un nom de la rose avec la bibliothèque qui finit en flammes, si je suis en PLS à la sortie ici, traumatisé à l'avance. Vous vous rendez pas compte, mais pour Babar, c'est à peu près 11 ans d'angoisse depuis Dance with Dragons. À peu près. Non, mais en plus, tu vois, c'est pas des tablettes cuniformes. Ça aurait été de l'argile, ça se conserve à peu près. Non, c'est des manuscrits. Hein, c'est des manuscrits. Il n'y a pas de papyrus, je crois, mais c'est des manuscrits. Moi, je me demandais, voilà, le savoir étant un peu hermétique aussi dans la manière dont c'est construit. Alors, je fais une petite parenthèse sur la citadelle, hein, mais s'il n'y a pas aussi, tu as évoqué la papauté, mais une origine romaine aussi à Villevieille, quelque part, en tant que centre religieux. Et il y a le côté, tu sais, un peu archive de archives religieuses telles qu'on les connaît pour les archives du Vatican, quoi, finalement. Ouais, il y a peut-être un petit peu ça, le côté... ouais, effectivement, le Vatican, j'avais pas pensé à ça particulièrement sur les septuaires. Ouais, certainement. Sachant qu'il y a aussi un peu de médiéval dans l'architecture vraiment de la ville, à savoir le fait qu'il y ait des murailles en pierre et surtout des rues pavées, alors qui font très médiéval. En réalité, il y avait assez peu de villes qui étaient pavées parce que ça coûte un pognon de dingue, ce truc. Et du coup, voilà. Et on a aussi l'auberge qu'on voit au tout début de la FFC, qui est vraiment décrite comme une maison à colombage assez classique, hein. Donc vraiment, on a effectivement ce melting pot entre l'évocation de l'Alexandrie antique. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi des sphinx, hein, qui sont représentés devant la citadelle. Et alors là, il y a même un sphinx, hein, quelque part, à un moment, dans un prologue. Il y a un sphinx, voilà. Mais je parlais des bestioles mythologiques. Voilà, effectivement, j'aime bien ton rapprochement avec le Vatican, et aussi donc l'aspect médiéval. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, on retrouve la façon dont l'Antiquité est utilisée à Westeros, à savoir marquer l'ancienneté des bâtiments et surtout mettre l'accent sur des secrets à découvrir. Parce que le mur, hein, qui est l'autre évocation de l'Antiquité à Westeros, c'est un petit peu pareil, l'ancienneté du bâtiment et des secrets à découvrir. Et puis les deux sont liés, hein, comme on l'a évoqué avec la citation d'ouverture, puisque on raconte que depuis le haut de haute tour, on peut voir le mur.
quand même. Ouais. Partons clair. Ça ressemble- C'est censé être tous les deux des constructions de Brandon, le bâtisseur, là encore, ce qui fait un lien avec Bran. Enfin bon, bref, il y a vraiment beaucoup trop de liens dans cette saga. Et puis, il y a la devise officielle des Hightower qui est un peu, pour le coup, est-ce qu'on peut la considérer comme prétentieuse un peu? Légèrement. Ouais. En même temps, les mecs, ils ont une tour de 230 mètres de haut. Je veux dire, en termes de prétention, c'est déjà pas mal. C'est clairement pour montrer la richesse extérieure de leur maison, quoi. Du coup, la devise, c'est We light the way. Et si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est pas un petit peu, enfin, nous éclairons le chemin en français. Et est-ce que c'est pas un petit peu comme la devise des Vélarions, Eridan? Alors, c'est pas une devise canon, effectivement, là encore, puisqu'elle n'apparaît pas dans les livres pour le moment. C'est une devise qui a été donnée par George Martin. Mais je trouve que ça représente vraiment très très bien la famille. Déjà parce que, effectivement, depuis des temps immémoriaux, les Hightower, leur truc, c'est d'avoir une tour fanale qui indique au navire où est-ce qu'il faut aller pour atteindre Villevieille. Donc, effectivement, nous éclairons le chemin, c'est plutôt une bonne devise. D'autant plus que la tour fanale apparaît sur leur blason également, donc c'est dire à quel point la grande tour est importante pour les Hightower. Moi, je trouve que ça donne en plus un autre côté, parce que il y a on peut comprendre la devise vraiment de manière littérale et dire ok, d'accord, ils éclairent le chemin pour les navires, mais on peut se dire aussi que il y a peut-être autre chose derrière. Je trouve que ça ouvre de manière assez intéressante sur ce qu'est réellement cette famille. Ils ont une sorte d'adage chez eux qui dit les guerres nuisent au commerce, et c'est ce qui explique entre autres que la plupart des Hightower ne s'investissent pas dans les guerres, ou en tout cas le minimum possible, qui vont d'ailleurs filouter un petit peu pour ça, donc utiliser les liens qu'ils peuvent avoir avec la foi ou avec les grands septons successifs pour justifier le fait que non, on va pas prendre parti à la guerre cette fois-ci, le grand septon a une vision, alors il ne faut surtout pas qu'on aille se battre. Et Bon, il y a à un la côté, place, la devise, elle rappelle quelque chose d'un peu religieux quand même. We light the way, ça a ah quand bah, même quelque chose. elle est reprise en plus, alors Mm. pas textuellement, mais elle est reprise justement dans l'épisode de la conquête où le grand septon dit que l'aïeul lui est apparu et tenant haut sa lanterne et qu'elle lui a éclairé le chemin qu'il fallait suivre, et c'est à partir de ça qu'il explique à Lord Hightower, soi-disant d'après la légende, qu'il ne faut surtout pas affronter Aegon le Conquérant et qu'il faut au contraire lui remettre la ville sans se battre. Comme C'est plutôt pratique. bien trouvé, n'est-ce pas? Donc oui, moi je pense qu'en fait là, la devise elle est intéressante dans le sens où elle ouvre vers un chemin que la plupart des maisons nobles de Westeros ne suivent pas. Les Hightower ouvrent vers un chemin qui n'est pas celui de la puissance guerrière comme peuvent être les Tarly, les Durouvre ou même les Rohan de temps en temps. Mais eux, leur chemin à eux, c'est autre chose. C'est le commerce, le négoce, l'exploration, la navigation, le savoir, la culture, la religion. Et même un peu la magie, selon certains. Bref, tout autre chose que ce qui fait les maisons nobles de Westeros habituellement. Babar? Ouais, notez toutefois que l'aspect politique est pas absent de leur histoire. C'est qu'ils font. Enfin, c'est effectivement d'un point de vue culturel, mais associé à la politique. Parce que alors, dans l'univers de George Martin, tout ce qui est religieux, culturel, etc., il y a la politique qui est pas loin derrière. Les grands maîtres et les grands septons sont aussi des hommes politiques. Et en fait, les Hightower, c'est intéressant, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas leur pouvoir politique trop par la guerre. Ils l'ont beaucoup plus par, va dire, la diplomatie et surtout les mariages aussi. Il y en a une. Enfin, on voit surtout au début de leur histoire, au moment de la conquête, un petit peu après, qu'il y a des tentatives de mariage avec les Targaryens et notamment avec le personnage de Cerise Hightower, qui a été la première épouse de Maegor. Qui a été répudié assez rapidement et qui ne lui a pas donné de descendance. Mais en tout cas, voilà, il y a toute une stratégie matrimoniale qu'on retrouve sur la saga principale, même si elle est à un rang un petit peu en dessous, étant donné que on est plutôt sur la recherche d'alliances matrimoniales dans le bief, mais voilà où on la retrouve. Et du coup, moi, je me posais aussi la question
au moment où Aegon donc arrive et va conquérir le Bief et il va conquérir Westeros de manière générale, pourquoi est-ce que ce sont les Tyrell qu'il choisit comme suzerain du Bief et pourquoi pas les Hightower? Et donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus qui serait intéressant. Il y a quelque chose à creuser, puis il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, je trouve, dans ce que vous dites, c'est que quelque part, il se donne presque une dimension supérieure par le biais d'une part de la religion, de l'autre du savoir, comme s'ils entretenaient, en autorisant finalement le culte et la citadelle à s'installer sur leur territoire et dans leur ville et à presque être aussi important que leur demeure familiale. Il y a quand même une place laissée à quelque chose qui est je sais pas, un espèce d'objectif plus grand que soi, finalement, d'aller au-delà des querelles familiales, alors qu'en fait, finalement, ils font la même chose que les autres, mais pas de la même manière. Donc il y a la volonté de laisser de la place au bien commun, entre guillemets, puisque former des maîtres, c'est quand même globalement aussi de la formation de médecins, c'est beaucoup ce qu'on voit dans la saga principale en tout cas, ou des instits, hein, finalement. Donc on a... Des historiens. Ouais, c'est des historiens, non mais voilà, tu vois, il y a un côté, Ouais. il y a un côté un peu bien commun, mais... Hein ? Après, a priori, ils se font quand même rémunérer pour ça, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire, t'as l'impression que c'est une famille qui est beaucoup plus, je trouve pas le mot, mais beaucoup plus, qui n'est pas du tout c'est une famille qui donne, en tout cas, l'impression qu'elle n'est pas dans un objectif un peu comme les Lannister ou les Targaryen de dynastie finalement, tu vois, qui est plus dans quelque chose de plus latent, genre si on emprunte sur Westeros, ça sera autre chose, quoi. Eridan ? Alors, 2 choses pour vous répondre à tous les deux. Déjà à Chris, oui, effectivement, il y a peut-être un peu cette idée de bien commun, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit à quel point leur ville, ils y tiennent. Le fait qu'ils l'aient fortifiée, ça prouve qu'ils y tiennent. Et les rares fois où ils vont s'investir dans des conflits, et on va les voir s'investir dans des conflits, c'est toujours des conflits qui ont lieu loin de Villevieille ou sur des batailles gagnées d'avance. C'est-à-dire que les Hightower protègent énormément leur ville, protègent énormément du coup derrière la citadelle et protègent énormément la foi, le Grand Septon et le Septuaire étoilé. Ils font vraiment en sorte que la guerre ne nuise pas à leur commerce, tout simplement. Sinon, payer des indulgences aussi. Ça va se demander. Enfin, tous les moyens ont l'air d'être bons. On a quand même un passage où Maegor et sa mère Visenya s'apprête à débarquer à Villevieille, et quand t'as 2 dragonniers balèzes, un sur Vagar, l'autre sur Balerion qui arrivent, tu flippes un peu, on va dire. Et t'as les Hightower qui commencent à préparer les défenses, mais bizarrement, la cause pour laquelle les Targaryens débarquent, elle disparaît juste la veille. Le Grand Septon pour lequel ils sont venus, il meurt la veille de leur arrivée. C'est un peu étrange tout ça quand même, c'est un peu pratique. Donc, outre l'idée du bien commun, je pense qu'il y a quand même aussi, une stratégie très familiale de se préserver soi-même et aussi derrière de préserver ce qui leur ramène leur pognon, tu vois, à savoir leur ville, leur commerce, la citadelle des Mestres et le Septuaire étoilé. Et puis, pour répondre à la question de Babar, je pense qu'en fait, pourquoi les Tyrell plutôt que les Hightower pendant la conquête, je pense que ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que à la fin de la conquête, beaucoup pensent qu'Aegon va choisir Villevieille comme ville royale. Et en fait, Aegon décide plutôt d'aller s'installer à Port-Réal, ce qui est intéressant parce que ça montre que justement, il n'a pas envie de soit de déposséder les Hightower, soit au contraire de se mettre un peu sous leur coupe. Ouais, il a peut-être pas envie aussi il a envie de créer des nouveaux symboles plutôt que Totalement. Plutôt que d'en récupérer d'autres et de les poursuivre. Le fait de s'installer dans une ville où la religion est déjà très très forte, c'est plus que la Hightower, c'est peut-être l'aspect religieux aussi qui fait qu'il a eu envie de s'éloigner un petit peu de Villevieille. Oui, parce qu'à cette époque-là, il faut quand même rappeler que les Targaryens et la foi, c'est pas tout à fait ça quand même. Aegon arrive à bien gérer ce pan-là, mais par contre, oui, effectivement, peut-être qu'il a voulu prendre du recul par rapport à ça. On sait pas trop, ça pour le coup, les raisons sont pas très connues. Maintenant, contrairement à toi, je pense que justement, il veut récupérer des symboles. À l'époque, c'est les Tyrell qui tiennent au jardin et c'est les Tyrell qui remettent au jardin à Aegon. Et du coup, en dépit du fait que ce soit une famille pas très noble, faut bien le reconnaître, c'est à eux qu'il va donner au jardin et c'est à eux qu'il va donner la suzeraineté sur le Bif.
Moi, je me l'explique par le fait que Aegon, en fait, il veut à la fois garder le symbole de Haut-Jardin, mais il tient à ce que les personnes qui tiennent le bif soient des gens qui lui doivent ce qu'il possède, tu vois. Donc les Tyrell, en fait, étant des parvenus, ils vont pas pouvoir se retourner contre Aegon. Là où, à l'inverse, des Hightower qui tiennent leur cité depuis des temps ancestraux, ils peuvent très facilement se retourner contre les Targaryens si ça les chante. Mais Donc- surtout Oui, puis, s'ils ont déjà le pouvoir religieux, si effectivement Et c'est en le- plus et ça se les conjugue au pouvoir politique direct. Totalement. Et puis il y a autre chose, c'est peut-être en termes de symbolique, on va dire étymologique, considérer le bief comme un jardin plutôt que comme, que comme un endroit, que comme une vieille ville fortifiée. Enfin, tu vois, enfin, tu prends le mot au jardin, ça renvoie peut-être pas tout à fait la même chose en termes de marque, même si c'est une forteresse aussi, même si c'est un château aussi. Je trouve que ça dit un peu. J'ai besoin d'un jardin, pas d'une vieille ville, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Les gens sont habitués en fait à rendre hommage à Haut-Jardin. Les gens du bif sont habitués à rendre hommage à Haut-Jardin. Et favoriser les Hightower à cette époque-là, c'est peut-être aussi défavoriser d'autres nobles, moins importants certes, mais qui auraient été peut-être problématiques. Donc en choisissant les Tyrell, je pense qu'il y a en fait un calcul qui est extrêmement politique de la part d'Aegon. Baba. Ouais, et finalement, après, ça a dû bien leur aller si on considère ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir qu'ils ont une stratégie politique qui est quand même de pas vouloir le pouvoir trop directement et de mettre en place toute une stratégie, enfin plusieurs types de stratégies qui font qu'on s'approche du pouvoir, mais pas directement et frontalement. Ce qui me fait dire d'ailleurs que la seule fois où vraiment ils veulent frontalement, directement et explicitement le pouvoir, et bah ça se passe pas très bien pour le royaume. Et ça nous amène finalement à ce qu'on voulait, puisque Et voilà. on est là pour parler quand même de ces grandes familles qui vont intervenir dans House of the Dragon et qui interviennent dans Feu et Sang. Ça nous permet d'en venir à un personnage qui sera du coup dans la série télévisée incarné par Parker avec l'Edward Isifats, et qui est du coup Otto Hightower et sa fille, du coup, Alicent, qu'on va retrouver. Et bah, vas-y Babar, t'avais la parole. Ouais, bah du coup, effectivement, Otto Hightower, alors qui n'est pas le Lord Hightower du moment de la danse, hein, le Lord c'est Ormond Hightower. Et donc Otto Hightower est un frère hein, de Lord Hightower, je crois, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, et alors il a été main du roi assez rapidement dans le règne de Viserys Ier. De Jaehaerys. Déjà de Jaehaerys, effectivement, oui, pardon. Puis de Viserys, et ce qui fait qu'il est quand même bien installé à la cour. Et il va amener sa fille à la cour. Alors à l'époque où Jaehaerys, normalement, est encore en vie, hein, mais il est sur la fin de sa vie. Et sa fille Alicent qui devient celle qui va le lire, qui devient proche du roi Jaehaerys et qui va lire des histoires à Jaehaerys avec d'autres rumeurs moins glamour sur elle. Mais en tout cas, lui, il va chercher clairement et explicitement à caser sa fille et à la marier en fait au roi Viserys, hein, qui au moment où il monte sur le trône est marié, mais son épouse décède, hein, Aemma Arryn, qui est la mère de Rhaenyra. Donc Aemma Arryn décède et Otto en fait va chercher à caser sa fille. Voilà. Et alors c'est intéressant parce que Otto justement ça fait vous en parliez du coup dans le podcast sur les Vélarions et notamment sur Corlys Velaryon, qu'il avait l'aspect on est très riche et on va s'appuyer sur notre richesse pour peser dans la politique de Westeros. Otto lui il reprend un autre aspect de Tywin qui est tous les aspects intrigues politiques pour caser sa fille à la tête du royaume. Et la série capitalise pas mal dessus. Allez voir les photos officielles de Otto Hightower, comparez-les avec celles de Tywin, et vous allez voir le même style de personnage, avec un costume assez proche, hein, assez similaire d'ailleurs, dans les tons noirs, assez fermés, etc. Et la petite broche qui rappelle éminemment son statut. Et bien sûr la petite broche de la main du roi. Eridan.
Une autre facette peut-être d'ailleurs qu'il reprend de Tywin et qu'on peut évoquer, c'est le côté les guerres ne se gagnent pas toutes à la pointe de l'épée, certaines se gagnent à la pointe de la plume, puisque Otto est plutôt dans ce style-là, on va dire. Je n'en dis pas plus pour ne rien spoiler. Et effectivement, tout le côté, il a des grandes capacités, mais il a très peu d'humour. Ça rappelle éminemment Tywin déjà dans Feu et Sang de toute façon. Bah du coup, on va pas trop s'étendre sur ce qui arrive à ce cher Otto. Voilà, les fans de Malcolm me reconnaîtront. Et on va... Ça y est, je les ai fait tousser. On va s'étendre peut-être un peu plus sur ce que deviennent les Hightower après la danse des dragons, puisque effectivement il va leur arriver quelques trucs, que ce soit du côté d'Otto, du côté d'Ormund si c'est traité, ou autre. Et on va arriver tranquillement vers d'autres périodes, puisqu'il reste encore 150 ans à couvrir, quasiment jusqu'à la saga principale. Eridan. Alors après la danse, je vais éviter de vous spoiler la régence d'Aegon III puisque elle est dans Feu et Sang, donc allez lire Feu et Sang. Ce qu'on peut dire sur les Hightower après cette période-là, en tout cas, c'est que contrairement aux Velaryon, ils vont réussir à maintenir leur puissance assez intacte. Ils vont continuer. Ce qui tient quand même peut-être probablement par rapport aux Velaryon, pour faire le comparatif, c'est pas des nouveaux riches, comme disait Corondar. C'est des gens dont la puissance n'est pas tributaire de celle des Targaryen. C'est des gens qui en avaient déjà une avant, quoi. Oui, et puis accessoirement, comme on l'avait supposé, on peut penser que les Velaryon vont connaître pas mal de revers de fortune par rapport à ce qui avait fait leur richesse. Là, a priori, les Hightower, Villevieille ne connaît pas de gros chambardements pendant les 150 ans qui restent entre la danse des dragons et la saga. Ils vont continuer leurs petites intrigues gentiment. On a un Lord John Hightower, par exemple, qui devient main du roi à Aegon IV en lui refilant une maîtresse, la dernière de ses 9 maîtresses très connues. Un John qui devient main du roi? Mais oui, dis donc, oui. Il aime bien jouer avec les prénoms, notre copain Martin. Crois-tu ? Ça lui ressemble si peu. Par la suite, on va connaître un épisode qui s'appelle les Rébellions Feu Noir. Et lors de la première Rébellion Feu Noir, les Hightower vont garder un pied dans chaque camp, histoire de faire bonne mesure et d'être du côté du vainqueur. Si on saute... Cette idée de pas se mouiller trop, d'essayer de tirer meilleure partie de la situation. Totalement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment serrer les dents en attendant que ça passe, quoi. C'est un peu ça, les Hightower. Nouvelle devise. Pendant le règne d'Aerys II, on a du coup Gerald Hightower, le taureau blanc qui devient Lord Commandant de la Garde Royale, on en a déjà parlé. Il est l'oncle, si je me souviens bien, de Leighton Hightower, donc l'actuel seigneur des Hightower dans la saga. Les Hightower restent des loyalistes à Aerys II comme la plupart des gens du Bif, mais là encore, on ne voit aucun Hightower a priori dans les troupes qui sont massées sous accalmie ou dans les troupes qui gagnent des batailles avec Lord Randyll Tarly. Contrairement aux Rohan ou aux Redwyn, ils sont du coup très peu présents lors des affrontements. Mais du coup, ça fait se poser la question même de leur puissance effective d'un point de vue militaire, quoi. Est-ce qu'ils ont une réelle puissance militaire ou est-ce qu'ils sont complètement dépendants de celle de leurs vassaux, en dehors de la garnison de Villevieille et de ce qui pourrait permettre de tenir Villevieille, tu vois? C'est incertain. A priori, Samuel nous dit quand même qu'ils sont capables d'aligner 3 fois plus de troupes que n'importe quel autre vassau du Bif. Mais c'est vrai que dans le lot, il y a quand même beaucoup de gens qui doivent venir de leurs vassaux. Ils ont plein de vassaux autour d'eux et des assez beaux noms d'ailleurs. Il y a les Mulendor, les Bulwer, les Costain, les Désessins et les Cuits. On verra d'ailleurs pendant la danse des dragons, peut-être pas, que certaines de ces familles ne vont pas prendre forcément le parti de leur suzerain. Bref, je garde ça pour On ne spoile pas, mais il y aura un autre podcast à ce sujet. La dernière grande intervention des Hightower, en fait on l'a toujours pas vue, c'est celle qu'il va y avoir dans la saga, avec
les chapitres de Sam déjà, parce qu'on va se douter que Sam étant désormais arrivé à Villevieille, il va un petit peu fouiller Villevieille et on va sûrement découvrir des choses intéressantes de ce côté-là. Et puis, comme on le rappelait également, il va y avoir peut-être aussi l'arc des Greyjoy qui va aboutir à Villevieille et à des choses intéressantes de ce côté-là. Intéressante. Alors c'est un grand malheur pour Babar, faut expliquer, parce qu'elle kiffe Euron Greyjoy, cette personne est bizarre, on est d'accord, mais on ne la juge pas. Et la citadelle, donc voir les deux, on va dire, entrer l'un dans l'autre finalement. Va y avoir un conflit de loyauté là, je pense. Eh bien merci à tous les deux pour toutes ces petites explications sur les Hightower. Et pour terminer le podcast comme on l'a fait sur les Velaryon, je vais vous poser la question de votre Hightower qui vous a particulièrement marqué, Eridan. Par défaut, j'aurais pu dire Gerald Hightower parce que je sais ce que vous avez choisi, je sais que vous avez fait des choix vachement cool et du coup j'avais envie d'avoir un choix cool moi aussi. Et j'allais me porter sur lui. Et puis en réfléchissant, je me dis que... Alors si on parle de la première partie de Feu et Sang, moi j'ai quand même Donnell Hightower, Donnell le Tardif, que j'aime beaucoup. Parce que ce mec incarne tellement tout ce qui fait que les Hightower sont une famille déloyale, une famille d'intrigants, une famille qui est portée vers justement le commerce, l'exploration, plus que vers la loyauté ou la guerre. Et ça en fait un personnage que je trouve très intéressant et que j'aime beaucoup. Maintenant, je dois bien le reconnaître, j'ai une affection toute particulière pour Alicent Hightower parce que les gens ne l'aiment pas et je trouve que les gens ont tort de ne pas l'aimer. Voilà. Donc Eridan vient de déclarer qu'il est vert officiellement. C'est pas Officiel- vrai, enfin, Officiellement, je suis un peu vert aussi. Hein. Juste pour donner le change et qu'on n'entende pas toujours parler des Noirs. Voilà. Ouais. On est d'accord, mais bref. Babar, toi, ton Hightower préféré? Enfin, préféré. Alors, marqué il y en a un qui m'a marqué, mais alors c'est totalement débile la raison. Mais c'est le roi Otto II Hightower, qui est un des Otto. rois Hightower. Alors non mais voilà. Non mais alors c'est un nobody. Hein. La seule truc pour laquelle il est connu, c'est qu'il a fait construire les remparts de Villevieille. Et en fait, c'est juste pour ça que je l'ai retenu. Voilà. Donc c'est une raison totalement stupide pour un personnage vraiment assez insignifiant sur l'ensemble de la saga. Mais dis-moi, Babar, n'aurais-tu pas travaillé sur les origines historiques du Trône de Fer et n'aurais-tu pas, par conséquent, eu un petit peu d'intérêt pour ce Otto? Ça se voit si peu. Bref, mais voilà, comme quoi, il suffit d'avoir construit des murailles pour qu'un historien arrive et dise « Hey, toi, je retiens ton nom !» Voilà. Si peu de choses. Ceci dit, non, celui qui m'avait vraiment bien marqué, c'était Eustace de H. Hightower, qui est... alors, je crois que c'est un des neveux, justement, de Donnell Hightower. Un petit-fils. Un petit-fils, voilà. Il est dans la poursuite et qui est en fait le navigateur qui, avec son frère, sont partis avec Alice Montcouchant pour aller explorer l'ouest de Westeros. Et alors, faut lire le passage dans Feu et Sang qui est vraiment assez génial, où il va raconter tout son périple, mais il commence à suivre, il rencontre des îles mystérieuses, un Léviathan, ils vont jusqu'à Sotorios, et en fait, au bout de 3 ans, ils reviennent alors complètement vidés, épuisés à Villevieille. Mais en tout cas, voilà, ça soulève tout un imaginaire associé aux explorations maritimes aux explorations maritimes. Et du coup, Chris, le tien? Eh bien, alors moi, en préparant le podcast, je me suis dit, attends, mais qui est mon Hightower préféré? Je me suis dit, je vais pas dire Gerald, je vais pas dire Otto, et j'ai pas une connaissance aussi fine que vous deux sur le sujet. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, il se passe un truc avec les Hightower pendant Feu et Sang. Il y a un passage qui est vachement marrant, où il y a globalement un fils qui est amoureux de sa belle-mère, quoi, et enfin de sa maman presque, on pourrait dire. Et du coup je me suis dit, c'est marrant alors qui sont ces gens et tout, donc je suis retourné sur le wiki et effectivement je suis retombé sur ce personnage super chouette qui est Lady Sam, de son diminutif, qui est Samantha Tarly. Alors typiquement, je pense que si vous avez aimé des personnages comme on peut dire Alyssa, dont on parlait la dernière fois, ou ce genre de choses, c'est un peu les passages qui entourent Samantha Tarly dans Feu et Sang sont un peu du même acabit. Pour tout vous dire,
Elle est encore plus badass. C'est vraiment un personnage très haut en couleur, très intéressant. Dans l'idée, c'est la seconde femme de Lord Ormond, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le frère d'Otto, dont Le on neveu. parle dans la danse des dragons. Et j'ai fait une erreur. C'est le neveu. C'est le neveu. Ormond, c'est le neveu d'Otto. Ormond, c'est le neveu d'Otto. Le neveu, Voilà, c'est pas le pardon. frère. Ok, bon bah. Ok. Et du coup, qui est le lord actuel au moment de la danse des dragons. Sans spoiler, à un moment, Ormond, ça va pas très bien se passer pour lui. Et son fils, Lionel, va reprendre la seigneurie. Et bah, Lionel, il a un petit peu le béguin pour la seconde femme de son père. Donc, du coup, il va lui faire des avances. Et puis, finalement, ils vont essayer de se marier. Puis, le septon, il va dire, bah non, c'est ta mère quand même. Donc, ça s'apparente quand même un petit peu à un inceste. C'est pas cool, quoi. Et au final, ils vont être un petit peu amoureux. Et Lady Sam, elle va genre faire des trucs assez cool, de type rentrer à cheval dans un septuaire, le faire boucler et dire bon, bah maintenant vous arrêtez vos conneries parce que sinon vous sortez plus jamais de votre septuaire. Et donc voilà, il y a plein de petits passages comme ça où Lady Sam apparaît. Elle va être liée notamment dans l'après-danse des dragons à un autre personnage qu'on a abordé la dernière fois dans le podcast, qui est Aline Pointe-Chêne. Et donc je pense que ça joue aussi. Aline Pointe-Chêne est un personnage assez cool. Lionel et Samantha sont des personnages assez sympathiques et hauts en couleur, et du coup ça permet enfin c'est vraiment un trio qui fonctionne très bien, qu'on aimerait bien voir à l'écran, mais je ne pense pas que House of the Dragon ira jusque là. Je ne pense même pas que l'arc qui concerne Lady Sam soit adapté. Donc la meilleure façon pour vous d'aller découvrir ce super perso, bah, c'est d'aller lire Feu et Sang. Voilà, on finit sur un appel à la lecture de Feu et Sang et à la lecture de la saga littéraire, c'est parfait. Et bah, on va vous donner rendez-vous pour le prochain podcast en même temps, puisque c'est la fin de celui-ci. On se retrouvera cette fois-ci pour parler de toute autre chose, mais on va encore parler quand même un petit peu littoral, navigation et, et petites îles, puisqu'on parlera de la triarchie. Ce pouvoir politique finalement quasi absent une fois de plus de la saga principale, mais qui va avoir une importance dans Feu et Sang, et donc par conséquent dans House of the Dragon. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez, et on vous dit à très bientôt. À bientôt les gens. À plus. À Villevieille, les relations entre le grand septon et la veuve de Lord Ormond, Lady Sam, continuèrent de se détériorer quand elle ignora l'ordre de sa sainteté suprême de quitter le lit de son beau-fils et de prononcer des vœux comme sœur du silence en expiation de ses péchés. Dans la fureur de son indignation, le grand septon condamna la dame douairière de Villevieille pour être une fornicatrice impudique et lui interdit de remettre les pieds dans le septuaire étoilé tant qu'elle ne se serait pas repentie et qu'elle n'aurait pas demandé le pardon. Lady Samantha, en réponse, enfourcha un destrier et fit irruption dans le septuaire, alors que sa sainteté suprême prononçait une prière. Quand il exigea de savoir ce qu'elle cherchait, Lady Sam répondit que s'il lui avait interdit de poser le pied dans le septuaire, il n'avait point parlé des sabots de sa monture. Puis elle ordonna à ses chevaliers de barrer les portes. Si le septuaire lui était fermé, il le serait pour tous. Il eut beau frémir, tonner et lancer des malédictions contre cette catin à cheval, le grand septon n'eut au bout du compte d'autre ressource que de se dédire.